Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Tribunal de l'actualité. Merci de nous recevoir chez vous en direct et en simultané sur les médias leaders Twi TV et Watt FM. Et comme vous le savez, nous sommes également accessibles à travers les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Et comme d'habitude, je suis en compagnie des juges Geoffroy et Bernard Bougma. Bonjour et bienvenue. Bonjour président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Alors la guerre de leadership au sein de la communauté musulmane se poursuit. Toujours pas de passage de témoins entre le président sortant et le nouveau président du comité permanent provisoire Oumarou Kwanda. La cérémonie d'installation du dernier cité a failli virer au drame samedi dernier. Le sujet est une fois de plus enrôlé au tribunal de l'actualité et comme convoqué, nous avons Amadé Adama Soro. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes journaliste, interprète, traducteur, promoteur d'établissements d'enseignement secondaire et concepteur de la détentrologie. Bonjour et une fois de plus, merci d'avoir honoré en tout cas notre convocation. Nous allons revenir à vous et au sujet enrôlé pour cette convocation, mais avant, nous allons comme d'habitude ouvrir la première fenêtre de cette émission et ce sont les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons passer la parole au juge Bougma. Merci président, j'ai deux avant-propos. Le premier avant-propos va concerner la famille CDP, où effectivement on a l'impression que ça ne finit pas. Ce week-end, 93 personnes ont claqué la porte. Parmi les 93, il y a quand même 3 personnes, dont le ministre Jérôme Bougouma, qui n'est plus à présenter, qui a été ministre de l'administration du territoire. C'est d'ailleurs le dernier ministre de Blaise Compaoré qui a géré les questions de l'intérieur et de la sécurité, qui était pressenti également en 2015 d'ailleurs comme président du CDP. Pendant la transition, à l'arrivée c'était Idi Kombouego, mais le nom de Jérôme Bougouma faisait partie de la shortlist comme devant être effectivement président du CDP. Bon, finalement, ça ne l'a pas été. Et ensuite, vous avez Issaka Congo, qui a été député à l'Assemblée nationale. Il faisait partie d'ailleurs des vice-présidents de la dernière législature. C'est vrai qu'il n'a pas, lors de la dernière élection, il a perdu les élections, c'est vrai, mais n'en demeure pas moins que c'est quand même une force politique de cette localité. Le troisième nom, c'est Pascal Ouedraogo, qui a été maire de Manga, et donc jusqu'à la transition. Jusqu'à l'insurrection, j'allais dire. Donc, il était le maire qui était là quand l'insurrection populaire est arrivée. Déjà, ces 3 personnes, quoi qu'il en soit, sont des caciques au niveau de zone Ouégo. Donc, ils sont partis avec 90 dont ça fait 93 personnes au total. Et selon les informations, il s'agirait d'une première vague. Certains des mandats électifs ne peuvent pas bouger, mais bon, il y a aussi d'autres questions internes au niveau du parti qui doivent être réglées. Mais selon d'autres informations également, ils ne sont pas ces messieurs-là ne sont pas les seuls. Les 93, parce qu'il y a des dames, donc ces personnes ne sont pas les seules aussi à bouger. Des indiscrétions font également savoir que l'ancien Premier ministre Luc Adom Thiaw serait sur le départ. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? En tout cas, je suis sûr que il fait partie de ceux qui veulent effectivement prendre le recul au niveau du parti, le CDP. Qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être qu'après on saura ce qui va se passer. Mais bon, la réalité, c'est que c'est comme le vieux parti africain. Moi, je résume ça comme ça, et c'est toujours comme ça, je le résume, qui ne survivent pas aux fondateurs, qui ont de la peine à faire leur mieux quand il y a une crise politique majeure. Le PDCI en Côte d'Ivoire a fait l'exception de pouvoir tenir, j'ai dit bien pendant longtemps, avec ce qu'on a eu comme rebondissement, c'est vrai, mais quand même, c'est une exception sur le continent. Les autres ne survivent pas longtemps. Donc, est-ce que le CDP va survivre véritablement à cette crise? Qu'est-ce qui va rester après, effectivement, les défections qui sont annoncées? Mais si ces défections sont contenues, bon, ça va être à l'actif du leadership de l'équipe dirigeante actuelle, pilotée par Idi Kombouego. Donc, on attend de voir comment est-ce que ça va se passer à la fin. Le deuxième avant-propos, c'est un lien avec le foncier, où il y a un comité de réflexion pour des mesures d'urgence qui ont été effectivement installées. Donc, comité de réflexion pour des mesures d'urgence, c'est-à-dire au niveau du foncier au Burkina qui a été installé. Bon,
s'il faut saluer l'idée, la question qu'on se pose, c'est quoi? Est-ce qu'on a besoin vraiment d'un comité d'urgence? Est-ce que le ministère et le ministère de l'Habitat et le secrétaire permanent, au secrétariat permanent de l'Habitat n'ont pas les légitimités nécessaires pour effectivement sortir quelque chose d'assez potable pour la gouvernance foncière au Burkina? Je ne sais pas. Maintenant, si il faut installer un comité qui intègre d'autres forces, je dis bien c'est bon, mais bon, à l'arrivée, si on n'a pas une volonté politique derrière pour assainir le milieu, ça ne va pas être évident. Donc le comité il est bien, mais si toujours il y a des phalanges, des dirigeants parmi les promoteurs immobiliers, s'il y a des promoteurs immobiliers qui ne sont que des écrans parce que c'est derrière, il y a un député, il y a un ministre, il y a un maire ou un conseiller municipal, à l'arrivée je pense que ça ne soit du pipeau. Donc il y a un courage qu'il faut avoir, il y a une carte blanche que ceux qui gèrent cette affaire-là devraient pouvoir avoir avec l'appui du président du FASO. Je dis bien parce que si on n'arrive pas à ce niveau, le comité de réflexion ne pourra pas faire bouger les lignes. Mais si il y a un soutien conséquent derrière, je pense que peut effectivement, parce que je connais certains membres de ce comité qui veulent effectivement aller jusqu'au bout pour l'assainissement du milieu, pour peu qu'ils aient l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Je pense que ça pourra aller. Donc, mais on attend aussi là, on attend de voir. Mais en tout cas, je souhaite bon vent au comité en attendant les résultats qui vont sortir. Parce que la question foncière mérite d'être réglée. Merci, juge Bougman. À présent, nous allons écouter les avant-propos du juge Vaha. Moi, j'aurai un seul avant-propos et mon avant-propos va concerner le Tchad avec Idriss Déby Itno qui vient d'être réélu à 68 ans. Diviser son âge par 2, vous avez quoi, 34 ? Il a déjà passé 31 ans au pouvoir. Donc, bientôt, ça sera la moitié de sa vie qu'il aura passé au pouvoir. Moi, je pense que c'est anecdotique. Et il emporte ces élections-là avec... il frôle les 80%. Il frôle les 80%. C'est-à-dire qu'il a plus de 79% des voix. Quand vous regardez, en 2016, il était quoi, à 61%. Donc c'est comme si ça se bonifiait. Et puis il y avait l'un des enjeux majeurs aussi de cette élection, comme on le sait sur le continent, c'est la question du taux de participation. Lui aussi il est quand même assez élevé parce qu'il a un peu plus de 60%. Mais vous regardez, je me pose aussi beaucoup de questions. Très souvent, c'est que dans ce type de pays où le sortant, et qui est là depuis des décennies, est le candidat favori, part avec toute la machine de l'État, souvent, vous avez des poids lourds de l'opposition, mais qui ont des décisions qui impactent. Vous prenez le cas du Tchad, parce qu'ils n'ont pas confiance au processus, parce qu'ils ont les raisons, ils ont décidé de boycotter et ils ont appelé au boycott. Maintenant, est-ce que, sous nos cieux, la politique de la chaise vide, le refus d'aller au combat, est-ce qu'il paie? Je me pose la question. Mais quand vous regardez, c'est un président sortant qui a été adoubé, c'est un président sortant qui est dans un confort. Et voilà, c'est pas une surprise pour les Tchadiens en tout cas. Et bon, on va le regarder atteindre la moitié de sa vie au pouvoir parce qu'il a 31 ans, 68 ans, donc quand il aura 70 ans, il aura peut-être déjà passé encore 2 années. Vous verrez que rapidement, d'ici la fin de son mandat, il aura passé la moitié de sa vie au pouvoir. Ça, je ne sais pas s'il n'y a pas de Tchadien pour le remplacer ou bien il n'y a pas de compétences pour le remplacer, mais c'est le côté triste aussi de l'Afrique. D'accord. En tout cas, merci pour ces regards-là, signés au Congrès pour la démocratie et le progrès. Ambition du ministère en charge de l'habitat avec la mise en place d'un comité en charge du foncier et puis la question de l'alternance au Tchad. Merci pour ces regards. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Notre convoqué du jour est Adama Amadé Soro. Je le disais tantôt, il est journaliste. Adama Soro, voilà. Vous avez plusieurs casquettes, et je le disais en début d'émission. Vous êtes le concepteur de la détentrologie. Alors, un concept philosophique qui a d'ailleurs été consigné dans une œuvre littéraire, peut-être dans les généralités. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce concept-là? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Très rapidement, ce qu'il faut donc retenir de la détentrologie, c'est cette science qui appelle au décloisonnement des champs épistémologico-ontologiques. C'est-à-dire, on estime que lorsque on est médecin, on est militaire, on est agronome,
toutes ces spécialités doivent concourir au bonheur de l'homme. Alors pourquoi ne pas trouver un pont entre les différents champs épistémologiques, donc d'où est née l'idée de la détentologie. Le premier aspect, c'est que c'est un concept, vous l'avez dit, philosophique, qui fait appel donc à des réflexions bien élaborées, bien philosophiques, mais qui met l'accent sur l'action, sur le terrain. Parce que, comme l'on dit, une idée qui ne s'achève pas dans l'action n'est pas une bonne idée. Donc l'action, c'est le résultat naturel d'une idée. Donc la détentologie, comme vous l'avez dit, c'est effectivement cette nouvelle science qui incite à la réflexion philosophique, à la réflexion positive, décloisonnante des différents champs épistémologiques, parce que lorsque vous invitez un médecin, il va parler de la médecine. Lorsqu'on lui pose une question sur l'architecture, il va dire « Ah non, ce n'est pas mon domaine ». Pourtant, on doit pouvoir trouver un pont entre les différentes sphères cognitives. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit, le socle, c'est le bonheur de l'homme. Le socle, c'est donc faire en sorte que l'homme puisse se retrouver dans tout ce qui est connaissance, dans tout ce qui est art, dans tout ce qui est activité humaine. Donc, c'est grosso modo ce qu'on peut dire donc, de la détentologie. D'accord. Nous sommes toujours dans les généralités, monsieur les juges. Peut-être commencer avec le juge Var. Oui, merci. Mais est-ce que la détentologie, c'est vraiment un phénomène nouveau? Quand on sait, pour beaucoup, je pense que la plupart des étudiants, quand vous arrivez en première année, vous vous rendez compte, en discutant avec vos amis, que les noms que vous citez ici sont les noms qui sont cités ailleurs. Je prends un exemple simple. Moi, je suis économiste de formation. Vous entendez parler de François Quesnay, comme certains l'appellent. Il est à la base du premier tableau économique. C'est le père de la physiocratie et tout, mais c'est un médecin. Tout à fait. Voilà. Et vous avez beaucoup de, je veux dire, les libres penseurs, les intellectuels d'un certain niveau et à un moment donné, à une certaine époque, n'étaient pas des gens qui étaient dans des cloisonnements. C'est-à-dire que quand vous avez le gros modèle dans des domaines bien précis, sociologie, philosophie, mathématiques, vous allez avoir pratiquement quelquefois les mêmes noms. Alors que, par exemple, ce que vous défendez, c'est qu'il y a un genre de vase communicant, un genre de pont. Mais ces ponts-là, ça a existé. C'est ce que je veux dire. C'est après que c'est notre monde d'aujourd'hui qui nous a amené vers la spécialisation, qui nous a amené à être focus quelquefois et pointu sur certains domaines. Mais à un moment donné, c'était un peu ça. On avait des gens qui étaient du touche à tout. Est-ce que vous avez un nom, est-ce que vous avez un concept qui puisse désigner quelqu'un qui est éclectique, qui a des connaissances en médecine, en agriculture, en géographie? Vous avez un nom? Vous avez un concept? Un concept. Le concept n'existe pas. Non, bon, voilà. Dans la pratique, puisque rien ne s'est créé, rien ne s'est créé ex nihilo. Ce que je veux dire, c'est que peut-être vous apportez un nom de baptême, mais je veux dire que c'est quelque chose qui a déjà existé. Absolument, voilà. absolument. En tant que manifestation, vous avez effectivement des savants qui ont des connaissances encyclopédiques, pluridisciplinaires, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de concept, il n'y a pas un nom scientifique qui est donné et qui fait la promotion de ces décloisonnements scientifiques et artistiques. Ce n'est pas seulement la science, c'est aussi l'art, c'est également l'action. Et puisque les gens souvent peuvent se limiter à des phraséologies, etc. Mais dans la réalité, si votre idée, vos pensées ne sont pas concrétisées par des actions, vous n'êtes pas dans la détentologie. Voilà pourquoi j'ai donc dit que la spécialisation n'exclut pas la généralisation. Voilà, donc c'est un peu, si peut-être on a le temps, on va peut-être rentrer même dans les pensées détentologiques où on va citer donc des pensées qui forcément, vous êtes en train de sourire. Je veux dire, je sens la passion, mais vous n'êtes pas convoqué pour ça. Voilà, malheureusement. Oui, effectivement, il n'est pas convoqué pour la détentologie. Moi, ma question... Je rappelle que vous êtes détenteur confirmé. Voilà. Mais moi, ma question, c'est comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a toute une... Parce que quand les uns et les autres créent des écoles de pensée ou des formats de pensée, il y a tout un ensemble d'organisations derrière qui appuie, qui fait avancer et qui arrive à faire, à valider et enseigner. Moi, je voudrais savoir, votre projet, il va jusqu'à où? Ce sont des étapes. Déjà avec la sortie du premier document consacré à la détentologie, à savoir Introduction à la détentologie, c'est un pas de géant
à mon humble avis, qui a été franchi. Parce que vous avez certainement suivi la dédicace qui a été un succès. Et la plupart donc, de tous ceux qui ont pu parcourir ces documents, y compris des universitaires, ont fait montre de la démarche singulière qui a été celle de la détentologie. Vous avez également alors, les pensées, comme je l'ai dit, les différentes sphères détentologiques, et que toute personne se retrouve dans la détentologie, quel que soit votre niveau, quel que soit votre métier, votre secteur d'activité, vous pouvez trouver votre compte dans la détentologie. Parce que il faut un socle. Il faut un socle dans la vie. Et ce socle doit être un socle qui embrasse plusieurs aspects. En ce moment, par exemple, si je prends l'exemple du Burkina Faso, pour construire notre pays, quel est le socle sur lequel les citoyens burkinabés peuvent se retrouver? Est-ce la région, est-ce la religion, est-ce l'ethnie, etc. Tout ça, ce sont des aspects qui sont a priori réducteurs, parce que vous allez trouver tout le monde n'est pas de la même région, tout le monde n'est pas de la même religion, etc. etc. Donc, mais je pense qu'on peut trouver un socle, et ce socle va permettre à toute personne de pouvoir se retrouver, d'apporter sa modeste contribution à l'édification de la nation, d'où la détentologie. Et ce n'est pas seulement un concept qui est limité au Burkina Faso. La preuve est que lorsque le document est sorti, j'ai reçu plein donc de messages d'Europe, des États-Unis, d'autres pays africains, qui trouvent qu'en réalité, ce n'est pas du coaching, mais en fait, c'est dit, ça recentre l'homme, ça replace l'homme dans son rôle primaire et dans son rôle premier dans l'univers, puisque dans la détentologie, excusez-moi, on dit que c'est l'homme qui est en fait le prince de l'univers, et tout ce qui est dans l'univers est au service de l'homme. A contrario, l'homme doit également travailler à vivre de façon harmonieuse avec les composantes de cet univers-là. Sinon, lui-même, il se met en danger, en vouloir mettre en danger les autres espèces. D'accord. En tout cas, merci pour ces différents éclairages. Comme le juge Vaal a dit, certainement qu'on va vous recevoir pour parler exclusivement de la détentologie. Alors, je le rappelais tantôt, nous allons parler aujourd'hui de la crise de leadership qui secoue aujourd'hui la communauté musulmane. Il faut le rappeler, depuis le 6 juin 2020, cette communauté musulmane n'a pas de bureau exécutif. Alors, vous vous définissez comme un pur produit de l'enseignement franco-arabe. Certainement que vous suivez avec intérêt cette crise-là, et c'est d'ailleurs pour cela que nous vous avons invité. Et vous estimez que pour apporter, je dirais, la meilleure solution à une pathologie, il faut d'abord un meilleur diagnostic. Et pour vous, il faut définir cette crise-là. C'est une crise associative, ce n'est pas une crise islamique. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc cette crise, vous l'avez si bien dit, c'est une crise associative, puisqu'il s'agit ici de textes non respectés. Il ne s'agit pas d'une polémique liée à la manière d'accomplir les 5 piliers de l'islam, ou enfin les 5 piliers, ou une question liée à la zakat ou au pèlerinage. Toute la polémique ou toute la crise a été originée par le non-respect des textes fondateurs de l'association. Puisque c'est une association, parmi tant d'autres. Voilà, même si nous n'allons pas faire l'histoire ici, même si nous voulons donc faire un flashback, on peut se rendre compte que, quoi qu'on dise, la communauté musulmane, c'est quand même la pionnière des associations islamiques au Burkina. Avant, c'était la communauté musulmane de la Haute-Volta, qui a été donc créée en 1962, si ma mémoire est bonne. Elle-même issue, d'après ce qu'on dit, d'après ce que disent les historiens, de l'Union culturelle musulmane, qui était basée à Dakar, qui était donc créée en 1958. Donc, la communauté musulmane de la Haute-Volta, c'était en fait la branche locale de cette union islamique. En fait, les musulmans, vous savez que l'islam est entré au Burkina Faso au XVe siècle, et que principalement par le biais de mes parents, IRC, les commerçants, et puis bien sûr aussi nos esclaves peuls, et qu'en ce moment, l'islam a existé avant la communauté musulmane. Voilà pourquoi, lorsque le débat faisait rage sur Facebook, quelqu'un m'a posé la question, j'ai dit il faut différencier la communauté musulmane et la communauté des musulmans. La différenciation est de taille, parce que l'islam au Burkina Faso a existé à la période pré-coloniale, à la période coloniale
et à la période post-coloniale. Tandis que la communauté musulmane, en tant que structure, en tant qu'association, a été créée, comme je l'ai dit, en 1960. C'était donc la communauté musulmane de la Haute-Volta. Ici, la clarification est de taille parce que ça permet de circonscrire la crise. C'est une crise profonde, certes, qui touche les musulmans, mais ce n'est pas une crise de l'islam au Burkina Faso. Comme je l'ai dit encore, au risque de me répéter, ce n'est pas une crise liée à une interprétation d'un pilier de l'islam ou d'un acte d'adoration ou d'un acte de dévotion. C'est uniquement une crise associative. Et comme vous le savez, tout le groupement humain est potentiellement exposé à ce genre donc, de dissension. Alors, cette clarification, est-ce que ça ne tend pas à banaliser la crise que nous vivons actuellement? On ne peut pas banaliser une crise à partir du moment où ça concerne la vie de la nation, ça concerne un pan de la vie de la nation. Quelle que soit la proportion de la crise, nous ne pouvons pas la banaliser. D'autant plus que, d'après ce qui nous a été donné de voir, il y avait un risque d'affrontement terrible. Donc, de ce point de vue, tout à fait, de ce point de vue, nous ne pouvons pas banaliser la crise. Mais il faut d'abord situer le contexte. En voulant donc restituer la crise dans ses proportions réelles, ce n'est pas une tentative de la banaliser, pas du tout. Au contraire, c'est de voir quelle est la portée réelle de la chose. Avant, maintenant, comme vous l'avez dit, vous avez parlé donc de l'identification, du diagnostic. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que ce qu'il faut aussi savoir, nous sommes dans une démarche d'apaisement. Dans la mesure où le groupe donc, du Congrès issu de Bobo a été installé, même si ça a été dans des conditions déplorables, parce qu'il y a eu quand même des affrontements, même si ça n'a pas causer une perte en vie humaine, mais ça n'a pas été, en tout cas, une installation pacifique. Voilà. Ici, nous ne devrons pas maintenant jeter l'huile sur le feu. On doit maintenant s'inscrire dans la démarche d'apaisement. Et cette démarche d'apaisement ne doit pas occulter non plus l'examen des causes ou des facteurs ayant conduit à cette crise. Même si on doit rappeler que ce n'est pas la première fois qu'une crise survient au niveau de la communauté musulmane. Comme je l'ai dit, tout le groupement humain où les gens sont libres de décider de la marche ou de la marche qu'ils souhaitent imprimer à leur action commune, forcément il faut qu'il y ait, puisque les gens ne sont pas toujours animés de la même volonté. Voilà, voilà pourquoi en Afrique, le plus souvent, les structures, que ce soit les structures associatives, politiques, commerciales, syndicales, c'est rare qu'on puisse trouver un seul regroupement où il n'y a pas ces genres de disputes, où il n'y a pas ces genres de dissensions. Parce que comme je l'ai dit, les gens ne sont pas animés de la même volonté. D'accord. Juge Bougma? Oui, effectivement, c'est une crise associative, comme il a dit, mais sauf que pour le commun de Burkinabé, qui ne sont pas initiés à la chose ou qui ne sont pas de cette religion, pensent que c'était une affaire de tous les musulmans du Burkina Faso. Il y a cette confusion qui est rapidement faite quand on entend communauté musulmane et quand on entend la FAIB, la Fédération des associations islamiques. Oui, voilà. Et donc, il y a une confusion. Mais là, ça ne concerne pas la FAIB pour l'instant. Voilà. Quand il ne s'en concerne pas, la crise n'est pas la crise de la FAIB. C'est la crise d'un membre de la FAIB, en l'occurrence la communauté musulmane. Et la FAIB, comme vous le savez, c'est la fêtière, c'est-à-dire que c'est la structure donc nationale, quand je dis nationale, mais c'est bien sûr c'est associative, et qui regroupe l'ensemble des associations islamiques au Burkina Faso. Et dans cette fêtière-là, il y a ce qu'on appelle le présidium. Et ce présidium consacre une présidence tournante entre les associations les plus emblématiques du pays, à savoir la communauté musulmane, les mouvements sunnites, la communauté tidjania, l'Ittihad islami, l'AMB CFI. Donc ce sont les 5, je ne sais pas si l'AMB CFI continue toujours de présider cette présidence tournante-là. Actuellement, par exemple, c'est le mouvement sunnite qui assure la présidence tournante du présidium de la FAIB. Donc c'est la fêtière. Maintenant, il y a un membre de cette fêtière-là qui a des soucis. Et je pense même qu'à son temps, il y avait eu des démarches qui
qui avait été initié par, n'est-ce pas, la FAIB pour tenter donc de trouver une solution au sein de la communauté musulmane. Ça n'a pas abouti, au même titre que l'initiative qui a été celle de Madame le militaire du Faso, qui n'a pas également, enfin, on avait estimé on avait pensé qu'on avait en tiré la hache de la guerre, mais avec ces nouveaux rebondissements, on s'est rendu compte que cette médiation a également échoué. Donc, comme je l'ai dit, il y a des non-dits pour que je suis un observateur, comme vous l'avez dit, et je ne suis pas membre de la communauté musulmane, ni membre du mouvement sunnite, mais en tant qu'observateur, en tant que journaliste également, nous savons que ce qui est peut-être présenté n'est peut-être c'est la face visible de l'iceberg, comme on dit chez nous. Peut-être il y a des facteurs, il y a je ne sais pas, des mains invisibles qui agitent donc dans l'ombre pour que la balance penche d'un ou de l'autre côté. Mais je pense que force doit rester à la loi, parce que même si c'est une association, il y a des textes. Et généralement, l'État, lorsque l'État intervient, c'est en fonction des textes que vous-même vous êtes octroyés. L'État donc agit en fonction des textes qui vous êtes octroyés, vous êtes donc librement donné pour agir. Même si dans le développement, l'installation du bureau provisoire issu du congrès de Bobo, même si certains ont estimé que est-ce que ça a été fait avec la manière. Et comme je l'ai toujours dit, nous devrons nous inscrire en tant que journalistes, parce que nous avons notre responsabilité sociale, dans la démarche de l'apaisement. Est-ce que, voilà, puisque après le congrès de Bobo, on a traîné avant de donner est-ce que jusqu'à présent on a donné les récépissés? Peut-être c'est le fait de ne pas délivrer les récépissés qui a peut-être conforté l'autre camp, qui avait également estimé qu'en réalité, pour passer les témoins, il faut faire un bilan. Donc vous parlez là de la responsabilité du ministère en charge des libertés publiques. Tout à fait. Moi, je me pose la question en tant qu'observateur, pourquoi après, si le congrès avait été un congrès ordinaire, enfin pas ordinaire, légal, statutaire, pourquoi ne pas délivrer les récépissés? Voilà. Le fait de ne pas délivrer les récépissés, ça peut conforter l'autre camp. Voilà. Donc maintenant, en lieu et place de récépissés, j'aurais appris que quand on a traité l'information chez nous, j'aurais appris que le ministre en charge donc, de ministère a envoyé une note d'abord pour demander au bureau sortant, en temps aussi son mandat est expiré. Effectivement, si votre mandat expire, vous ne pouvez plus parler au nom de la structure que vous représentez, puisque ce sont les textes qui le disent. Entre-temps, donc, il y a une note qui avait été délivrée par le ministre donc, en charge des cultes, demander au bureau sortant de ne plus parler au nom de la communauté musulmane, effectivement. Et lui, enfin, c'est quand aussi tient Mordicus qu'avant de passer les témoins, il faut faire un bilan. Donc c'est ce qui est donné à observer de façon visible. Même si certains persistent à dire qu'en réalité, il y a des groupes de pression dans l'ombre qui tirent d'un côté ou de l'autre pour que la balance penche d'un côté ou de l'autre. Mais ce qu'il faut peut-être souligner ou peut-être saluer, c'est l'intervention de l'État pour mettre fin au désordre. Ça, c'est le pouvoir régalien de tout État. Lorsque vous constatez qu'une situation peut dégénérer, à ce moment, la force publique, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la force publique, est donc légitime pour intervenir, pour, en tout cas, colmater, pour du moins prévenir l'occurrence d'une situation dramatique. C'est là qu'il faut saluer cette intervention. Juste va. Commentaire, et puis après peut-être question. Moi je vous ai écouté, vous dites que c'est une crise associative, mais à la vérité, c'est qu'il ne s'agit pas de l'association des commerçants de Ourodougou, c'est la communauté musulmane. C'est pour ça, je pense qu'il y a un regard qui est différent là-dessus. Ça peut être une crise associative, mais c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. On se rappelle quand même qu'un 28 août, mais c'était quand il y avait le grand imam qui rejoignait la mosquée là, et c'est Sana, qui n'a pas pu y aller. Donc, ce n'est pas seulement associatif. Ça veut dire que ça, ces avatars, même dans l'expression comment on appelle cela, dans l'expression de ce qu'on a en tant que religion et beaucoup d'autres éléments. Parce que c'est un grand imam. Il vient, c'est de peu, hein. Sinon, on sait ce qui aurait pu arriver le 28 août. La dernière fois,
on a encore atteint un certain niveau de comment on appelle cela, de crispation, et on se dit mais attention, parce qu'il s'agit d'une communauté. Et en plus, je pense que pour la dernière fois, ce qui a un peu dérangé ceux qui sont observateurs, c'est qu'on est en mois de jeûne. On s'est dit mais est-ce que ça va avec ça? Parce qu'on s'est dit bon, c'est pas le moment de ces choses, voilà. Donc je suis d'accord, c'est une crise associative, mais ça concerne la communauté musulmane. Et le regard, il est différent. Si on est en train de parler de, je ne sais pas moi, d'une autre association, je pense que le regard et le discours seraient bien différents. Je pense que c'est ça, il faut situer cela dans son contexte. Et à la réalité, c'est que au fond, c'est que ça dure. C'est pas aujourd'hui que la crise elle a commencé. Et on se rend compte aussi qu'il y a quelqu'un qui manque un peu. J'ai dit, je fais d'abord un commentaire. Vous savez, à un moment donné, quand vous aviez quelqu'un comme Kanazoué. Absolument. Quand vous aviez quelqu'un comme Kanazoué, c'est pas que ces dissensions-là n'existaient pas. C'est pas que ça ne boue, à l'intérieur, ça ne boue pas. Mais pour peu qu'il lève le doigt, c'est réglé. En fait, c'est ce qui manque aujourd'hui. De sorte à ce que on est dans une situation où personne ne veut écouter l'autre et puis personne ne peut rappeler l'autre à l'ordre. C'est ça qui manque aujourd'hui. J'ai dit, je me permets un commentaire. Absolument. J'ai fini le commentaire. Mais j'ai dit, quand vous regardez comment est-ce qu'on peut sortir par le haut, parce que c'est ça qui est important ici. Au fur et à mesure, les crises ne font que s'accentuer. Nous, on avait reçu une partie ici, si vous vous rappelez. Ce que vous disiez, c'est ce qui avait été dit. On veut faire un bilan et puis organiser les choses, même si ce n'est pas nous qui restons, c'est pas grave. C'est comme s'il y avait un acharnement à ne pas qu'il termine les choses dans les règles de l'art. Mais bon, quand vous avez attendu jusqu'à ce que votre mandat aussi finisse, c'est un peu compliqué. Et puis vous avez un camp d'en face aussi qui est en train de travailler. Et puis il y a un ministère qui est accusé par l'une des parties d'être de l'autre côté et par l'autre partie d'être de ce côté-ci. Quand vous regardez comment on peut sortir par le haut, j'ai dit encore par le haut dans cette situation-là. Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais sortir pour aller où? Donc, trouver une solution à la crise. Moi, je l'ai toujours dit. D'abord, ce sont des humains qui sont là-bas, ce ne sont pas des anges. Par conséquent, tout humain est exposé. Ni ange ni démon. Bon, je ne dirais pas ni démon, mais en tout cas, ce ne sont pas des anges. C'est pour dire en réalité que l'homme est toujours exposé à l'erreur. Maintenant, ce n'est pas le problème, ce n'est pas l'erreur, c'est la persistance dans l'erreur. Maintenant, on ne peut pas également trouver une solution pérenne si le diagnostic n'a pas été fait. Vous avez évoqué un point essentiel sur lequel je voudrais revenir. L'absence de cette personne légitime. Il y a une crise de légitimité d'abord qu'il faut voir. Une personne de consensus. De consensus. Effectivement, en 1997, lors du congrès des INRE, il y avait aussi des dissensions. Mais Kanazoué, paix à son âme, lorsqu'il a intervenu, il y a même dans les rapports où un bureau en train dit que nous prenons les rênes, mais il n'y a rien dans la caisse, par exemple. À ce moment, le vieux, effectivement, quand je dis le vieux, c'est Kanazoué, il faut comprendre, assurer tout. Même en 2004, avec Sana, qui était en même temps président de la communauté musulmane, Aboubakar Sana, le grand imam, et en même temps le grand imam, il était président de la communauté musulmane et le grand imam en même temps. C'est en 2004 même d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, que la scission a été faite. On ne peut plus être président de la communauté musulmane et en même temps être président, être lui-même de la grande mosquée. Il y a les noms qui portent à confusion. Si on dit par exemple la grande mosquée de Ouagadougou, bon, les gens font des parallèles. Ils pensent qu'en réalité tous les musulmans de Ouagadougou prient à la grande mosquée de Ouagadougou. Pourtant, il y a la grande mosquée de Ouagadougou qui est la grande mosquée de la communauté musulmane. Et il y a la mosquée des sunnites. Et il y a la mosquée de la Tidjania. Et il y a la mosquée de l'État islamique qui est Amdallah. Et il y a la mosquée du Serfi, par exemple. Donc chaque association a son siège en réalité. Donc la grande mosquée, c'est en fait le siège de l'association. Et comme c'est l'association pionnière, qui est la mère, donc vous savez que le mouvement sunnite était dans la communauté musulmane jusqu'en 1973, où il y a eu la scission et ils se sont séparés. Donc, chaque fois qu'il y a des regroupements humains, qu'il y a des hommes,
il faut forcément qu'il y ait ce genre de situation. À Morée, on dit Watizindi, Yawatizabe. Vivre ensemble, c'est la porte ouverte aux dissensions. Maintenant, quand il y a une dissension, il faut d'abord situer les responsabilités. Mais le problème, c'est de trouver quelle est cette personne qui sera l'arbitre de consensus. Or, pourtant, nous savons qu'en la matière, ce n'est pas seulement la parole qui suffit. Il faut qu'il y ait des actes forts posés, le plus souvent par cet arbitre-là, avant que les choses ne s'arrangent. Il y avait même eu des crises par le passé liées à la gestion des madrasas, c'est-à-dire que les écoles franco-arabes qui étaient donc sous la coupe de la communauté musulmane, ça c'est dans l'histoire, ça fait l'objet donc de polémiques. Il y a également eu donc des dissensions liées à l'organisation du Hajj. Donc chaque fois, il y a un problème qui survient. Et moi, particulièrement en tant qu'humain, moi je trouve que c'est dans l'ordre normal des choses qu'il y ait des crises. Partout où il y a des humains, il y a des crises. Sauf si, par exemple, les gens ne sont pas libres de décider. Sauf si nous sommes dans une dictature où il y a une seule personne qui dicte sa volonté sur les autres. Et lorsqu'il y a cette possibilité donc de débat, de concertation, et vous savez que la concertation, c'est un principe fondateur en islam. C'est un verset qui dit, quand les musulmans ont un problème, ils doivent se réunis autour d'une table pour négocier. Donc la négociation, ou du moins concerter. La concertation est un principe fondateur. Maintenant, pour que cette concertation porte fruit, il faut que les gens soient de bonne volonté. Puisqu'en ce moment, il s'agit de faire avancer une cause commune et non pas de mettre en avant des agendas cachés, etc. Or, il n'y a pas un baromètre externe pour juger de la bonne foi de quelqu'un. C'est à travers les actes qu'on peut savoir si cette personne est de bonne foi ou pas. D'accord. Juge Bouba. Oui, vous avez parlé dans la difficulté de trouver l'oiseau rare, c'est-à-dire la personne légitime qui peut incarner ou bien fédérer toutes ces forces qui se combattent. Effectivement, le défunt Oumarou Kanazoué avait pris la responsabilité sur lui, il gérait tout et puis bon, ça va. Alors, et aujourd'hui, il y a un monsieur, le grand imam de Ouagadougou, qui avait aussi été président de cette communauté. C'est en 2004. Voilà. Donc, la question aussi, c'est de savoir, finalement, les deux se combattent, il est membre de cette même communauté, il est le grand imam de Ouagadougou. La question se pose, c'est lui, son rôle aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas cette légitimité-là de pouvoir fédérer toutes les forces en attendant même de présider peut-être un comité transitoire pour organiser le prochain congrès? Je ne sais pas. Mais la question c'est, lui, aujourd'hui, quelle est sa place dans C'est vrai que étant grand imam, il n'est pas dans le bureau exécutif de la communauté musulmane. Mais il a d'abord été président aussi. Il a été président par le passé. Oui. Donc il a d'abord été juge de parti par le passé. Est-ce que ce passé-là le rattrape aujourd'hui? C'est une question qu'il faut se poser. Je suis également journaliste, je me pose des questions également. Voilà. Donc, et il ne faut pas aussi oublier qu'il a été absent du pays pendant au moins 2 ans. Pour des raisons de santé. Et le fait d'être en dehors du pays, est-ce que ça n'a pas créé une sorte de déphasage par rapport, n'est-ce pas, à ce qui s'est déroulé pendant son absence? Est-ce que les deux camps, chacun n'essaie pas d'avoir le grand imam, d'avoir son onction, donc sa caution, pour défendre sa propre cause? Ce sont des questions qu'on se pose. Mais au-delà de tout ça, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a aussi la question politique. Et ça, moi, je l'ai dit de façon ouverte, il n'y a pas un État au monde qui souhaite que sur son territoire, il y ait des entités qui échappent à son contrôle. Sauf un État qui n'est pas responsable. Parce que lorsqu'on parle d'État, c'est la force légitime. C'est en réalité, c'est la matrice, c'est la boussole à travers laquelle on voit l'avenir. Donc, l'État a intérêt, quand on dit État, c'est nous tous, hein, même les associations islamiques font partie de l'État. Voilà. Donc l'État a intérêt à ce qu'il y ait des structures, qu'elles soient associatives, syndicales, politiques, etc., qui épousent en réalité les idéaux de la République, à savoir la démocratie, la bonne marche des choses, l'accalmie, la tranquillité. Parce que vous ne pouvez pas construire un pays, s'il y a ces crises-là. Si par exemple on essaie d'aller un peu dans les pays développés, je prends par exemple de la France,
Pourquoi chaque fois il y a un tiraillement entre la mosquée de Paris, entre la mosquée de Lille, etc. Parce que les pays, en réalité, qui ont construit ces mosquées en France, envoient des imams dans ces différentes mosquées-là. Et le plus souvent, les gens n'ont pas la même ouverture d'esprit, la même capacité d'analyse. Quelqu'un peut, par exemple, quitter son village et puis aller dans un centre urbain et se mettre à prononcer un discours qui sont en fait, qui est un discours aux antipodes des valeurs de la République. Et là, ça pose problème. Pour un État soucié donc de la bonne marche des choses, pour un État soucié de la tranquillité de ses citoyens, alors l'État doit avoir un regard. Avoir un regard ne signifie pas prendre position pour un camp contre au détriment d'un autre camp, mais ça doit être l'intérêt supérieur de la nation, ça doit être le bien commun. Parce que si vous avez des structures associatives, commerciales, syndicales, politiques, etc., qui fonctionnent de façon normale, en respectant les textes en vigueur, vous pouvez vaquer à autre chose, Mais si en réalité vous avez un front ici, un front social qu'il faut donc taire, vous avez au niveau donc chez nous par exemple il y a la question de la sécurité au Sahel qui pose problème. Il y a également la pandémie du Covid-19 qui pose problème. Tout ça c'est difficile. Donc moi je comprends très bien que l'État veille avoir un regard pas seulement sur la communauté musulmane, mais sur toute entité. Voilà. C'est ça en fait aussi le pouvoir régalien d'un État. Okay. Mais est-ce que vous pensez là qu'il y a une trop grande implication, notamment du ministère en charge de ces questions? Est-ce que pour vous aussi, comme l'indiquent certains, il y a un genre de parti pris? Bon, je ne sais pas s'il y a un parti pris ou pas, mais est-ce que cette implication est anticonstitutionnelle? Non, je pose la question. Non, il y a vous évoquiez à un moment donné quelque chose qui est intéressant, c'est que quand on parle d'un pouvoir central, il y a son aspect régalien. C'est-à-dire, on ne laisse pas les choses se faire comme ça. Il y a un cadre. Maintenant, lorsque le cadre il est défini, à l'intérieur, vous fonctionnez comme vous voulez. Tout à fait. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on encadre. Voilà. Maintenant, on encadre. Et nous, on a reçu plusieurs partis ici qui, à un moment donné, nous disent non, dans cette affaire-là, le ministère a choisi son camp. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est une impression aussi que vous avez? C'est-à-dire là, on n'est plus seulement que dans le régalien, on est dans l'incitatif de sorte à pouvoir peut-être positionner. Moi, je me suis posé aussi ces questions. Si le congrès de Bobo avait été un congrès statutaire normal, pourquoi on a traîné dans la délivrance de l'ICPC? Si ça n'a pas été un congrès qui a respecté les normes, pourquoi vous avez autorisé l'organisation du congrès? C'est une question que je me pose en tant que journaliste. Voilà. Et ensuite, on a également, en lieu de place donc de l'ICPC, on a fait une note. Je ne suis pas spécialiste de la Constitution, mais est-ce qu'une note écrite par un ministre vaut l'ICPC? Puisque c'est sur la base, effectivement, de cette note-là que la force publique a été déployée pour installer le bureau. Moi, c'est les questions que je me pose. Et là, je m'ouvre maintenant aux spécialistes pour répondre à cette question. Parce que l'autre camp va effectivement estimer que c'est un parti pris. Puisque c'est vrai, notre mandat est expiré, on n'a plus le droit de parler au nom de la communauté. Mais vous, si vous n'avez pas de récépissé, c'est vrai que dans les textes, on dit si vous déposez après un certain temps, vous êtes d'office reconnu. Bon, mais si cette reconnaissance d'office est actée, pourquoi il y a ce tiraillement encore? Vous savez qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Effectivement, il y a beaucoup de questions, mais moi aussi, l'une des questions, c'est de savoir, l'autre dit qu'il veut défendre son bilan avant effectivement de passer la main. Donc, il n'entend pas qu'un congrès s'organise sans qu'il ne fasse son bilan. Il y en a aussi qui disent qu'il a un bilan, d'autres qui disent qu'il n'en a pas. Vous êtes effectivement un observateur. Est-ce que véritablement l'équipe de Rasmané Sana a un bilan à défendre véritablement? Comment on peut ne pas avoir un bilan?
Même si c'est un bilan. Quand je dis s'il a un bilan, c'est est-ce que son bilan il est reluisant, il est pas Je ne sais reluisant. pas, puisque je ne suis pas membre de la communauté musulmane. Je ne sais pas, mais j'observe que depuis qu'il est arrivé, en tout cas, d'après ce que j'ai comme information, puisque j'écoute les deux parties en tant que journaliste, qu'il a quand même travaillé à assainir un peu les climats au sein de la communauté. Il y a eu des travaux qui ont été engagés. Il y a même une radio qui a été ouverte. Et que voilà, la collecte des fonds s'est fait maintenant de façon transparente. Je ne sais pas. C'est les informations que nous avons. Mais notre cas aussi a des griefs qui sont faits contre Alaï Rasmané Sana, qui dit qu'il est autoritaire, il n'écoute personne, il en fait à sa tête, etc., etc. Donc il y a les deux camps. Maintenant, comment trancher? Si vous n'êtes pas à l'intérieur, vous ne pouvez pas. En tant qu'une personne externe, en tant qu'observateur, je n'ai pas de position par rapport à cela. Oui, mais sa gestion est pointée du doigt. D'abord par ce trait de caractère dont on dit c'est un trait de caractère qui est fort, qui dérange certains. Donc c'est sa personnalité aussi qui dérange. Il faut avoir un trait de caractère. Voilà, c'est une question de tempérament. Voilà, donc de tempérament que certains n'aimeraient pas. Mais en plus de ce tempérament, l'autre raison c'est que monsieur effectivement a assaini et la façon désordonnée de gestion par rapport aux boutiques installées au niveau de la grande mosquée et tout, son organisation a fait que bon, il y en a qui n'aiment pas parce que la transparence aussi dérange les gens même dans les milieux religieux. Là, il faut avoir aussi le courage de dire. Et apparemment, c'est ce côté-là aussi qui fait qu'il n'a pas que des détracteurs. Il y a aussi des gens qui l'admirent parce qu'il a réussi à assainir et à donner une autre façon d'organiser. Et moi, ma question, c'est beaucoup plus à ce niveau. Donc, il faut respecter. Moi, en tout cas, ce que je vois, il faut respecter les textes. Voilà. Puisqu'on n'a pas contraint les membres fondateurs de la communauté musulmane, de la Haute-Volta, d'alors, à adopter un quelconque texte. C'est eux qui se sont librement octroyés ces textes-là. Donc il faut les respecter et puis c'est fini. D'accord. Au regard de ce qui s'est passé samedi, les risques d'affrontement sont réels. On l'a dit, il y a eu plusieurs tentatives de concilier les deux parties. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas envisager peut-être une solution à l'extrême, comme le disent certains? Pourquoi pas ne pas peut-être envisager la dissolution de cette association? Est-ce que c'est possible? Et est-ce que c'est la solution? Bon, en tant que État, avec son pouvoir régalien, si l'État estime que la structure en question mène des activités subversives ou est un danger pour le pays, est-ce que la Constitution ne donne pas l'autorisation au ministère en charge du culte de le faire? On a vu qu'il y a des associations qui ont été dissoutes. Voilà, sous la transition, je pense que la FEDAPC a été dissoute, non? Sous la transition. Parce qu'on avait estimé que c'était une association qui s'était écartée un peu de son rôle initial. Donc ça, c'est le pouvoir de l'État. Mais est-ce que cela ne va pas jeter de l'huile sur le feu? Est-ce que si aujourd'hui, alors on part effectivement à cette solution extrême, comme vous l'avez dit, ça va, quelle est en fait la suite? Parce que comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Et je pense que l'État aussi, le gouvernement, notamment le ministère en charge du culte, a des techniciens, a des agents qui sont compétents, qui peuvent apprécier en fait la situation. Et je pense peut-être que c'est cette appréciation qui a amené à ce que la force publique soit déployée pour permettre l'installation du groupe transitoire issu du Congrès et des Bobos. D'accord. Moi, je crois aussi que quelquefois il faut nommer les choses. Ce qui est en train de se passer, il y a des sérieux problèmes de personnes. C'est-à-dire, c'est pas la communauté même qui a un souci. Il y a des problèmes de personnes. Il y a des leaders qui ne s'entendent pas, mais avec derrière des sympathisants. Et vous arrivez à un moment où on frôle le pire parce que chacun ne jure que par quelqu'un. Et ça devient un peu compliqué. Jusqu'à ce que ça dérange, parce qu'on pose des actes qui, du point de vue de l'observateur, ou des observateurs que nous sommes, semblent ne pas être comment dire ça, comment on appelle cela, je dirais en concordance avec les principes que devait transpirer notamment même cette religion et ceux qui y croient. L'islam, c'est la paix.
C'est d'abord ça. C'est-à-dire, on se dit que même quand il y a des clivages, il y a des lignes qu'on ne peut pas dépasser. Je rappelle le 28 août. Le 28 août, ça a failli devenir difficile. Heureusement que M. Sana, il a rebroussé chemin, il a compris que s'il arrivait là-bas, ça n'allait pas être simple pour lui. Ce qu'on a vu aussi récemment, ça a interpellé plus d'un. Je dis encore, si c'était une association de commerçants, une association d'étudiants, une association de ceci, une association de cela, il y a des choses qui passeraient. Mais lorsque le dénominateur commun, c'est une religion avec des principes, des fois il y a des actes qu'on ne peut pas comprendre. Bon, moi, je ne sais pas si je comprends bien votre position, monsieur le juge, mais je m'inscris en fait dans la logique du fait que nous avons affaire à des hommes qui ont leurs qualités, leurs défauts. Mais je veux dire, si on veut aller dans ce... c'est pour ça que je disais à un moment donné, il y a un problème d'homme. Mais est-ce que courageusement, il ne faut pas se parler, il ne faut pas se dire... Oui, mais il faut se parler, on est dans ça. Il faut sortir de cela. On ne peut pas rester dans des clivages. J'ai tantôt dit qu'il y a un principe... Où il y a des groupes d'intérêt qui phagocytent les choses et puis qui jettent du discrédit sur toute une communauté. Il faut qu'on se dise les choses de façon claire. Moi, je ne vois pas en quoi cela jette un discrédit sur toute une communauté. Pas du tout. Les images qu'on a vues samedi dernier, nous n'avons pas l'islam qui est une religion de paix, comme Geoffroy le rappelait. Mais l'islam est pratiqué par des hommes. Pas des hommes qui ont leurs faiblesses et qui ont leurs qualités. Un musulman peut pécher, peut commettre un péché. Est-ce que ça fait de lui un homme musulman? Non, pas du tout. Ce sont des humains, ce sont des hommes. C'est pas pour défendre l'indéfendable, mais c'est pour dire qu'en fait, dans tout le regroupement humain, dans la vie d'un homme, il y a des hauts et des bas. Et partout, vous n'allez pas me donner un seul endroit dans le monde où il y a un regroupement d'humains, où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de crise. Maintenant, si la crise, elle n'est pas souhaitable, elle est même condamnable, la crise. Parce que comme je l'ai dit, il y a un verset qui institue en fait la concertation comme un principe fondateur, comme un principe cardinal même, qui doit régir en fait la vie des musulmans. Vous savez que lorsque par exemple le prophète a quitté, lorsqu'il a été chassé par les Mecquois, de la Mecque à Médine, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a institué ce qu'on appelle Mithaq al-Madina, c'est-à-dire que le traité de Médine, parce qu'il y avait des non-musulmans qui vivaient là-bas. Et donc ce traité de Médine-là, malgré qu'il y avait le Coran, il y a eu un traité qui régulait en réalité la vie au sein de la ville de Médine. C'est pour vous dire en réalité que si les gens sont animés de bonne volonté, on peut trouver un terrain d'entente. À partir du moment où ce sont des hommes, des humains et non des anges, parce que moi je ne suis pas pour le mysticisme, pour dire que non, telle personne, parce que voilà, elle se réclame d'une telle confession, par conséquent la personne est sainte, la personne ne commet pas de péché. Moi je ne m'inscris pas dans cette logique. D'accord, voilà. Très rapidement. Ce que moi je dis, pour moi ça doit transpirer peut-être quelque chose que tout le monde partage. Vous savez, moi j'arrive dans une association où les gens se serrent l'école. Si c'est des étudiants, c'est même une association de journalistes, moi je comprends. Il y a des moments ça arrive. Maintenant quand j'arrive, c'est une association de prêtres, pasteurs, musulmans, je veux dire toute communauté confondue. Je comprends ça un peu difficilement. Parce que je me dis, on est dans un dénominateur commun, où ça c'est des choses qu'on peut dépasser. J'ai dit aujourd'hui avec la communauté musulmane, c'est ce qu'on est en train de regarder qui n'est pas joli à voir. Et pour moi, c'est qu'on peut s'en faire l'économie, pas en se disant que tout le monde est humain, mais on peut s'en faire l'économie en évitant que des problèmes de personnes cristallisent tant d'attention et fassent qu'on soit dans un blocage et à un moment donné, ça jette le discrédit sur toute une communauté. C'est ce que moi je dis ici. Lorsque j'ai réagi par rapport à ça, ce n'est pas pour dédouaner le comportement qui a été fait, qui est condamnable, mais c'est pour dire que c'est déjà fait. Ce qui s'est passé, c'est passé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut situer les choses dans leur contexte. Vous savez qu'il y a eu un congrès ordinaire du mouvement sunnite qui s'est passé comme une lettre à la poste, sans aucun problème. Mais dans les années 70, cette communauté aussi avait des problèmes. Mais finalement, avec le temps, ils sont arrivés à surmonter ces différentes difficultés-là. Donc, c'est rien qu'avec la bonne foi, rien qu'avec la concertation, avec la volonté, qu'on peut dire, voilà, aujourd'hui, nous avons minimisé, mais il n'y aura pas ces jours
Ça, je peux vous garantir, il n'y aura pas ce jour où on va dire que voilà, telle structure ne va jamais connaître une crise. D'accord. Alors espérons que ça soit une crise de croissance et que cette structure la puisse en tout cas retrouver ses lettres de noblesse et puis se retrouver autour d'une table pour régler ce problème-là. Merci d'être passé, merci messieurs les juges. Je rappelle que notre convoqué du jour est Amadé Adama Soro, il est journaliste, il est interprète, traducteur, promoteur d'établissements d'enseignement secondaire, concepteur de la détentrologie. Avec lui, nous avons parlé, comme on l'a dit, de la crise de leadership qui secoue la communauté musulmane. Merci d'être passé. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de rester fidèles au programme de Truth TV et Watt FM. On se donne rendez-vous avec d'autres actualités à juger. Excellente journée.